C'est l'heure du second débat de ce Sens Public consacré au financement de l'école privée. Il y a une semaine, 2 députés dénonçaient dans un rapport l'opacité des financements publics et le manque de contrôle et de contrepartie. Ont-ils rallumé la guerre publique-privée qui tétanise les gouvernements depuis 40 ans? Avant d'en débattre, Samia Dechir nous raconte pourquoi les fonds alloués aux écoles privées posent question. Il a suffi d'une phrase pour relancer la guerre scolaire. C'est Amélie Oudéa-Castéra qui la prononce le 12 janvier. À peine nommée ministre de l'Éducation nationale, elle répond alors à des journalistes qui l'interrogent sur son choix de scolariser ses enfants dans le très prestigieux établissement privé Stanislas à Paris. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Une version démentie par l'ancienne institutrice de son fils dans le journal Libération. Amélie Oudéa-Castéra présente ses excuses trop tard. Piqués au vif, les défenseurs de l'école publique montent au créneau. Et une proposition de loi revient sur la table, celle du sénateur Pierre Ouzoulias, qui voudrait conditionner le financement des écoles privées à des critères de mixité sociale. Des établissements subventionnés par l'État organisent un séparatisme social et scolaire. Madame la ministre, il faut mettre fin à toutes ces dérives. On ne peut accepter que 2 jeunesses vivent dans des mondes qui s'ignorent. Déposée il y a un an, sa proposition de loi n'a pas encore été examinée, mais elle fait écho à un rapport publié la semaine dernière par 2 députés, un macroniste et un insoumis, qui font exactement la même proposition. Nous proposons la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens fixant des objectifs à atteindre, par exemple en matière de mixité ou en matière d'inclusion, et prévoyant, en cas de non-respect, des sanctions pouvant conduire à la rupture du contrat. Plus de 2 millions d'élèves sont actuellement scolarisés dans des établissements privés sous contrat, financés à 75% par des fonds publics. La guerre école privée, école publique est-elle en train de se rallumer? Comment mieux contrôler l'argent donné aux établissements privés sous contrat? On en débat avec Max Brisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la Commission de la Culture, Éducation, Communication et du Sport. Pierre Ouzoulias, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sénateur communiste des Hauts-de-Seine, membre de cette Commission Culture et Éducation et auteur d'une proposition de loi visant à autoriser la puissance publique à conditionner les subventions accordées aux établissements privés sous contrat à des critères de mixité scolaire et sociale. On y reviendra évidemment en détail. Sophie de Tarlet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant et Azine Ahmed Chaouch, rebonsoir, toujours à mes côtés, éditorialiste politique. Je commence par quelques chiffres. L'enseignement privé en France, source du rapport de la Cour des comptes, chiffre qui date de 2022, plus de 2 millions d'élèves, ça représente 17,6% des effectifs scolarisés, un peu plus de 7500 établissements. Je me tourne vers vous pour démarrer, Sophie de Tarlet. Est-ce qu'ils sont en augmentation, ces chiffres? Est-ce qu'il y a un courant un peu régulier comme ça d'élèves qui se tournent, enfin de parents qui se tournent vers Non, le les privé? derniers chiffres ne montrent pas une énorme augmentation. Ouais. Par contre, les files d'attente pour rentrer dans ces établissements s'allongent, surtout dans les grandes villes. Est-ce que l'image des écoles privées, Max Brisson, a changé depuis 20 ans? Il n'y a pas une image des écoles privées, Oui, il y a autant d'écoles privées que de territoires. Chez moi, l'école privée ne ressemble pas beaucoup au collège dont la ministre a parlé maladroitement il y a quelques semaines. Tout dépend de l'histoire de l'enseignement privé. Chez moi, d'abord, il y a 3 réseaux d'enseignement sous contrat d'écoles privées. Il y a l'enseignement catholique, il y a l'enseignement de la langue basque, il y a l'enseignement de la langue occitane. Donc vous voyez, l'enseignement privé sous contrat, c'est une mosaïque de situations et on le présente de manière extrêmement caricaturale depuis quelques semaines. Cela, on jette l'opprobre en France, c'est sur l'enseignement privé sous contrat. 95% des écoles oui, mais ça dépend des territoires. La France est une mosaïque. Et peut-être que vu de Paris, les choses sont différentes. Oui, l'enseignement catholique est majoritaire, mais la diversité aussi de l'enseignement catholique est considérable. Vous savez, dans mon département, c'est très simple. Sur les 10 collèges qui ont les indicateurs de positionnement social les plus faibles, 5 sont catholiques.
sous contrat. Vous voyez qu'on est quand même très très loin des images qu'on véhicule depuis quelques semaines. Alors, et ça nous offrira évidemment la matière première à un débat et à une partie de cette émission. Mais je pose cette question un peu générale. Alors, les sondages valent ce qu'ils valent, mais bon, parce qu'il y a eu ce sondage Odoxa publié par BFM Business, AJP et Challenge. Deux questions. Première question, dans quelle école préféreriez-vous scolariser aujourd'hui l'un de vos enfants ? Courte majorité pour le privé, 54%, 45% pour le public. Et ensuite, autre question, selon vous, quelle est la meilleure école en termes de résultats ? 75% pour le privé, 24% pour le public. C'est là qu'on est peut-être dans une espèce de généralisation, à raison ou pas, je ne sais pas, de l'image de l'école privée. Pierre Ouzoulias, est-ce que l'image du public s'est dégradée ? C'est un système de vase communicant. Est-ce que vous voyez ça, vous ? Oui. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons matérielles. C'est que la ministre avait raison, alors pas dans le 7e arrondissement, mais la ministre avait raison. Les enseignants sont moins bien remplacés. Il y a des gros problèmes liés au fait aussi que beaucoup de ces établissements ont perdu en mixité sociale. Et la mixité sociale, c'est tout à fait important. Et puis, il y a la laïcité. Ce qui distingue le privé du public, c'est la laïcité. L'enseignement public est laïque, non dogmatique, c'est pas le cas du privé. Et les parents ont du mal à faire la différence entre les deux parce que nous sommes aujourd'hui dans un moment où la perception de la laïcité est moins forte que par le passé. Avant, mettre ses gamins dans le public, c'était faire un choix pour une philosophie d'éducation. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je le regrette, je pense que c'est un problème. Et la question du niveau, Sophie de Tarlet, est-ce que le niveau des élèves est effectivement meilleur dans le privé ? Je ne sais pas, moi c'est une impression que j'ai de parents, mais mes enfants sont tellement grands que c'est peut-être ancien. Moi je peux être transparent, j'ai été élève dans des établissements privés et mes 2 enfants ont été dans des établissements privés. Comme ça vous savez d'où je parle, je dis ça pour mes téléspectateurs. Oui, moi qui fais les classements chaque année, le classement des collèges, le classement des lycées, on peut regarder avec vraiment beaucoup de précision, surtout cette année on a eu les notes au brevet, donc c'est assez précis, les notes au brevet avant bidouillage. Oui, parce qu'on a fait un débat sur cette question. Donc on peut voir vraiment dans une ville les différences de niveau entre collèges. Et oui, il est à l'avantage du privé. Après, c'est pour ça que nous, au Figaro étudiants, au Figaro tout court d'ailleurs, on fait 2 classements, un classement pour le privé, un classement pour le public, parce que sinon il y aurait une majorité de lycées privés dans les premiers établissements de France. Après, il y a aussi des écoles publiques d'excellence qui ont les mêmes résultats que les meilleurs établissements comme Stanislas, qui, je vous l'accorde, est quand même une exception dans l'enseignement privé. Oui. Je veux dire, une école aussi catholique, aussi avec des niveaux aussi élevés, il n'y en a pas beaucoup en fait. Stanislas ne représente pas la totalité des écoles privées. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles privées catholiques qui sont d'un niveau très moyen. Et pas toujours exceptionnelles. Mais oui, globalement, elles sont meilleures. Elles ont un niveau plus élevé que les écoles publiques, même si certaines écoles publiques ont un niveau exceptionnel. Tout le monde connaît Louis le Grand, Ricard, les lycées internationaux qui se répandent dans toute la France et en particulier en région parisienne. Le lycée franco-allemand de Buc. Oui, on va pouvoir citer plein de bons exemples. On a des lycées publics qui sont d'un niveau excellent aussi. Mais c'est vrai que globalement, si on prend la masse des établissements, le privé fait mieux. Ok. Alors c'est toujours le piège d'un débat comme celui-là, Max Brisson. On est un peu dans la généralisation. Mais bon, je vais quand même assumer cette question-là et reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure, cet IPS, indice de position sociale des établissements. Déjà, il faut rappeler que ça a été un combat pour qu'il soit publié, pour qu'il soit connu. Et ça permet quand même de se rendre compte que, là encore, je vais essayer de ne pas généraliser, mais que certains établissements privés obtiennent de très bons résultats parce qu'ils ont, d'une certaine façon, défavorisé la mixité dans leur établissement. Est-ce que vous dites oui ou non ? Comme certains établissements publics. Oui. On voit. Et puis d'ailleurs, ces IPS méritent d'être regardés avec
plusieurs angles. Il faut regarder la réalité d'accompagnement des élèves en fonction des difficultés de départ et voir comment ils progressent jusqu'au baccalauréat. Et là, on a des surprises. Certains établissements privés accompagnent peu. Certains établissements publics accompagnent peu. Certains établissements privés sont en effet très élitistes au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'ils éliminent des élèves dont ils pensent qu'ils n'iront pas jusqu'au baccalauréat. Permet d'avoir 100% de réussite au bac. Mais certains établissements publics aussi. Hein. Et quant à la mixité sociale, elle dépend d'une réalité aussi. C'est tout simplement l'absence de mixité sociale de l'habitat aujourd'hui. Dites-moi, où est votre établissement et je vous dirai quelle sera la nature aussi des catégories sociales qui le composent. On a laissé beaucoup, depuis 30 ou 40 ans, une ségrégation de l'habitat. Et on le retrouve aujourd'hui à l'école. Je trouve qu'on fait là, à l'école, un certain procès. Après, vous savez, pourquoi il y a cette attractivité des établissements privés aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il des files d'attente? Parce que les accords que nous avons trouvés, il faudrait, de mon point de vue, éviter de retrouver la guerre scolaire. Parce qu'on est arrivé à un certain nombre d'équilibres qui freinent le développement de l'enseignement privé. Si on laissait faire les choses, je pense qu'il y aurait encore beaucoup plus de demandes vers l'établissement privé. Moi, vous avez dit d'où vous parliez, je vais vous dire, moi, d'où je parle. Moi, j'ai servi l'éducation nationale toute ma vie. Comme professeur, comme inspecteur général, j'ai toujours travaillé à l'école publique et j'étais élève à l'école publique. Donc j'ai un amour très fort pour l'école publique. Mais je me dis aussi que finalement, les gens vont chercher aujourd'hui à l'école privée ce que l'école publique a volontairement abandonné. C'est pas la faute de l'enseignement privé, c'est un certain nombre de règles. L'autorité, le respect, l'assiduité, l'excellence, le travail bien fait, ont été à un certain moment passés par-dessus bord par certains tenants de l'école publique. Si l'école publique était belle, je ne suis pas sûr que se poserait aujourd'hui la question de l'école privée. Je reprends votre argument, j'y suis assez sensible, Pierre Ouzoulias. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de parents qui ne sont pas forcément sensibles à la question religieuse, qui décident d'inscrire leurs enfants dans un établissement privé pour rechercher ce que vient de nous donner le sénateur Brisson. Mais alors d'abord, moi, je ne juge pas les parents. Il y a une liberté. Non plus. Non, mais c'est important de le redire. Il y a une liberté du choix d'enseignement que je respecte absolument parce que c'est une garantie constitutionnelle. Et après, vous avez tout à fait raison de le dire. La plupart des parents qui mettent aujourd'hui les enfants dans le privé, ce n'est pas pour des raisons religieuses, pas du tout. C'est d'ailleurs ce que disait la ministre elle-même. Elle mettait ses enfants à Stanislas parce qu'ils allaient retrouver les copains de ses copains. Voilà. C'était une façon de cultiver l'entre-soi. Après, moi, je suis élu des Hauts-de-Seine et dans les quartiers populaires, aujourd'hui, il y a une très forte demande d'écoles publiques qui n'est pas satisfaite. Parce que les parents vivent le non-remplacement des profs de façon quotidienne. Vous prenez Gennevilliers, un gamin de Gennevilliers, à la fin de sa scolarité, il lui manque quasiment presque une année pleine. Donc c'est une partie de la déshérence du service public qui fait le succès du privé. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors on va ouvrir cette partie du débat sur la question du financement des écoles privées, parce que c'est évidemment très important. Combien et quel contrôle? C'est vraiment au cœur de notre débat. Je vous propose, pour commencer, d'écouter le sénateur socialiste Yan Chantrel rappeler quelques chiffres. L'enseignement privé sous contrat est subventionné par l'État et les collectivités territoriales à hauteur de 73%. C'est près de 10 milliards d'euros qui, chaque année, sortent des caisses publiques pour financer le privé. Alors que le public souffre d'un manque de moyens chronique, le privé continue de profiter de nouveaux effets d'aubaine, comme avec la loi Carle en 2009 et la loi Blanquer en 2019. Or, cas unique au monde, ce financement public du privé se fait pratiquement sans aucune contrepartie. Ces établissements échappent à la carte scolaire et leur recrutement reste opaque. On ne sait pas quels critères sont retenus pour sélectionner les élèves. Tout le monde finance le privé, mais tout le monde n'y a pas accès. Et j'accueille de nouveau Steve Jourdain sur ce plateau. Rebonsoir, pour nous rappeler finalement l'origine. Comment fonctionne l'enseignement privé? Il est régi par la loi dite Debré de décembre 1959. C'est une loi qui reconnaît et garantit l'existence de l'enseignement privé. Elle fait la distinction, cette loi, entre d'un côté des établissements hors contrat, de l'autre des établissements sous contrat avec l'État. Dans ces établissements privés sous contrat, les structures ont l'obligation de suivre les programmes scolaires officiels
présentiel. Les enseignants donnent cours dans le respect du principe de la laïcité, mais ces établissements profitent aussi d'une grande autonomie, par exemple en matière d'inscription des élèves et de recrutement des enseignants qui sont employés et rémunérés par l'État. Thomas a noté que la quasi-totalité des établissements privés sous contrat, 96%, dépendent de l'Église catholique. L'exercice du culte dans ces structures est autorisé, mais uniquement en dehors des heures de classe. Il doit rester facultatif et être financé par l'argent de l'établissement et non par des subventions publiques. Alors, justement, parlons de ce financement du secteur privé. Comment ça se passe? Dans l'ensemble, le privé peut dire merci à l'État. 55% du budget des établissements du premier degré vient de l'État. Ça va jusqu'à 68% pour les collèges et lycées. Cet argent sert principalement à payer les enseignants. En 2022, l'État a consacré 8 milliards d'euros au privé sous contrat. Autre source de financement, Thomas, pour le secteur privé, les collectivités locales, régions et départements. Elles supportent les dépenses dites de fonctionnement et payent les salaires du personnel non enseignant des établissements. La part de ces financements varie selon les établissements entre 10 et 20%. Au total, l'enseignement privé en France bénéficie chaque année de plus de 12 milliards d'euros d'argent public. Avec des questions sur son accessibilité. L'école privée est-elle une école pour riches, comme le disent parfois ses détracteurs? En théorie, le coût pour s'inscrire dans ces établissements est encadré par la loi. Le principe, c'est la gratuité. Mais la loi précise qu'une contribution peut être demandée aux familles pour l'exercice du culte ou encore pour l'entretien des bâtiments. En pratique, on va voir les prix. 390 € par an en moyenne à l'école primaire, 763 € au collège, un peu plus au lycée, 1176 €. C'est le coût moyen de scolarité dans un établissement privé. C'est une moyenne, ce qui veut dire qu'évidemment que certains établissements peuvent être beaucoup plus chers. Au hasard, prenons Stanislas. Au hasard, vraiment au hasard. Il vous faudra débourser 2561 € l'année pour le lycée. Ça, c'est sans compter ni l'étude, ni la cantine, Thomas. Ok, merci beaucoup Steve, pour toutes ces informations. Pierre Ouzoulia, vous souhaitez donc conditionner ces subventions publiques à des critères de mixité sociale, mixité scolaire. Pourquoi et surtout comment? Je veux bien qu'on rentre dans le comment aussi. Oui, alors d'abord ce qu'il faut dire, c'est que la Cour des comptes et puis le rapport de l'Assemblée nationale a montré qu'il n'y avait quasiment pas de contrôle de l'État sur ce financement. Ou alors du moins il est extrêmement faible. Oui. Je crois que l'un des deux députés dit que ça mettrait au rythme actuel 1500 ans pour contrôler tous les établissements. C'est ça. Alors c'est un contrôle pédagogique. La pédagogie est très peu contrôlée et puis c'est un contrôle financier aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces établissements sont des sociétés anonymes qui font du bénéfice. Stanislas, une société anonyme qui fait du bénéfice et qui le réinvestit de ci, de là. Et là-dessus, il y a très très peu de contrôle. Donc moi je pense que quand l'État met 12 milliards. Alors vous voyez, on a encore augmenté de 2 milliards. Parce que la Cour des comptes disait 8, le rapport Vanier 10 et vous dites... Oui, en fait c'est assez. On l'a vu dans les titres avec l'un des deux députés. On ne connaît pas le montant précisément. C'est pas si facile d'avoir la fourchette. On ne connaît pas ce qui montre bien qu'il n'y a pas de contrôle, pas de contrôle de l'État. Donc quand l'État met autant d'argent, 12 milliards, il est quand même normal qu'il exige un certain nombre de contreparties. Et quand ces contreparties ne sont pas réalisées, parce qu'on parle quand même d'écoles sous contrat, il faut qu'il y ait un contrat avec des objectifs, il serait normal que l'État baisse un peu sa subvention. Il ne s'agit pas d'une pénalité, d'un malus. Non, il s'agit d'adapter le financement de l'État aux moyens propres de l'établissement. Mais ce serait quoi le critère? Ce serait non, parce que on est sur la même ligne. Non, mais oui, mais justement, comment contrôler comment contrôler cette mixité sociale? On regarde quoi, les établissements voisins dans la même ville? Par l'IPS, par l'indice de positionnement social. Stanislas, c'est 147. Il n'y a aucun effort qui est fait pour la mixité sociale. Ils auront un peu moins d'argent que les mixité sociale, c'est-à-dire quoi? Des familles plus modestes, c'est-à-dire avec des revenus plus modestes qui vont... Le nombre de boursiers par établissement, par exemple, ça peut rentrer? Non, ça, je pense que c'est pas une bonne méthode parce que vous allez avoir une chasse aux boursiers. Et les établissements vont aller chercher les boursiers pour faire baisser. Non, mais considérez qu'il y a un choix économique qui est fait par un établissement qui choisit de prendre les enfants d'un certain milieu. Il faut qu'il l'assume jusqu'au bout et qu'il accepte d'avoir un peu moins de financement public. L'enseignement catholique a
accepté de faire des efforts là-dessus. Philippe Delorme en a parlé, donc c'est un engagement, et notamment aussi donc, Philippe Delorme, c'est, on rappelle, le directeur de l'enseignement catholique. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi eu un engagement pour la création de classes pour enfants en difficulté, les classes Ulysse. Donc vous nous dites qu'il y a quand même quelques contreparties qui ont été... Sur 5 ans, il y a eu ils se sont engagés en tout cas à prendre de... C'était à l'époque où Papendiaï était ministre de l'Éducation. Donc il y a eu un engagement qui est fait, mais il y a quand même un... Et puis l'engagement, il se fait, parce que comment concrètement on fait, sur le fait de proposer des tarifs en fonction du revenu des parents. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas dans les écoles. La plupart des écoles, on paye en fonction. Mais il y a des familles qui, même sans parler du critère financier, se disent que c'est pas pour elles les écoles privées. Il y a une barrière culturelle. Je connais, c'est vrai. Max Brisson. Dans certains territoires. Oui, mais beaucoup. Pas chez moi. Mais j'aime beaucoup votre département, mais c'est pas toute la France. Vous avez raison. Mais c'est une petite France en miniature, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Il y a des villages où l'école communale, elle est catholique. Et c'est l'école de la proximité. Il y a 40% des enfants dans mon département qui sont scolarisés dans des collèges catholiques. Donc, ils ressemblent à tous les petits Basques et tous les petits Béarnais. Et ça dépend de l'histoire. Alors, on peut focaliser sur les grands lycées des grandes métropoles de la région parisienne, et on peut y passer la soirée. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est ce qui a été dit il y a un instant par Yann Chantrel. On a l'impression que l'État finance l'enseignement privé sans contrepartie. Excusez-moi, les contreparties, mais je vais vous les donner, moi, les contreparties, c'est la loi Debré. Vous savez, je suis très attaché à toutes ces lois qui ont créé la paix scolaire. Je ne sais pas si notre pays, aujourd'hui, a le luxe de se payer un moment de fracture supplémentaire. Il y a suffisamment de guerres partout, sans en ouvrir une autre, alors qu'on pouvait penser quand même qu'après... Vous savez, lorsque certaines majorités, dans un sens ou dans l'autre, ont voulu mettre en cause cette paix scolaire, ça s'est mal passé. Ça a été sous François Mitterrand. Oui, on y reviendra. Ça a été sous François. Ça a été lorsque François Bayrou a voulu remettre en cause la loi Fallou qui limite le financement des écoles. Je suis d'accord avec vous, Max Brisson, mais le manque de contrôle, quand même, le manque de contrôle, on ne peut pas s'en satisfaire. Excusez-moi, quand vous dites qu'il y a un manque de contrôle, d'abord, l'enseignement est le même. Les programmes sont les mêmes. Les inspections sont les mêmes. Les professeurs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et les mêmes obligations. L'enseignement est très comparable. Et vous savez d'ailleurs, moi je trouve que l'enseignement catholique, par certains aspects, a depuis 30 ou 40 ans beaucoup reculé sur son caractère propre par rapport à d'autres réseaux d'enseignement privé, beaucoup que l'on regarde moins, et qui ont conservé beaucoup plus leur caractère propre que la loi permet. Si on regarde les choses depuis 30 ans, l'enseignement catholique a beaucoup reculé son caractère propre. Les obligations, votre tableau le montrait il y a un instant, sont très très nombreuses. Obligation d'accepter tous les enfants, obligation de respecter les programmes, obligation de laïcité pendant les enseignements. Et cela est très très largement respecté. Donc les obligations existent, c'est pas 12 milliards sans contrepartie. Ça, c'est pas très honnête. Pierre Ouzoulia, il y a des inspections scolaires, effectivement. De quel contrôle parlez-vous quand vous dites qu'il n'y en a pas assez ? C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Oui, mais bon, vous le reprenez aussi. Bien sûr, je le reprends. Mais après, c'est ce qui nous oppose avec mon collègue Max Brisson. Je pense sincèrement, et d'un point de vue philosophique, que l'enseignement privé, ce n'est pas le service public. Le service public, il est laïque. Je prends juste un exemple. Dans les écoles privées, la loi de 2004 sur les signes religieux ostensibles n'est pas respectée, ne s'applique pas dans ces établissements. Dans les Hauts-de-Seine, il y a des petites filles voilées qui vont dans les établissements privés. Donc, dans une salle où vous avez des enfants qui portent des signes ostensibles, je ne pense pas que l'enseignement soit laïque. C'est une première chose. Après, on le voit de temps en temps, mais prenez la page Internet des établissements. C'est très facile à faire. Moi, je l'ai fait pour beaucoup d'entre eux. Et ils vous expliquent que, bien évidemment, ils appliquent les programmes de l'État, mais revus en fonction de la doctrine de l'Église. Parce que sinon, où est la valeur ajoutée de l'établissement catholique ? Pourquoi il est catholique ? À un moment donné, c'est pas uniquement... C'est vrai qu'on n'est pas dans les écoles ou dans les classes quand, par exemple, on va faire un débat sur l'IVG. Par exemple, je me pose la question.
C'est plus difficile. Non, ça dépend des établissements. Non, mais bien sûr. Je ne généraliserai pas. Moi, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle dans un établissement catho, tu vois. Je ne suis pas sûr que ce soit plus facile de faire ce genre de débat dans l'école publique. Et vous voyez, moi, je peux peut-être parfois regretter que beaucoup d'établissements catholiques, finalement, apparaissent comme de moins en moins catholiques, ce que j'appelais tout à l'heure le caractère propre que prévoit la loi. Le mouvement depuis 20, 30 ou 40 ans de beaucoup d'établissements, parce que la population a changé, parce que les motivations des personnes qui envoient leurs enfants dans ces établissements a changé, fait que la dimension catholique de beaucoup d'établissements a beaucoup reculé. Si on regarde la situation, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, et là, le cadre légal était absolument le même. Je reviens sur les objectifs de mixité sociale. Je vais vous donner la parole, mais Sophie Tarlet, vous nous parliez tout à l'heure effectivement de ce mécanisme de solidarité, c'est-à-dire on paye en fonction de ses revenus. Les familles peuvent payer en fonction... pas dans toutes les écoles. Pas dans toutes les écoles. Donc c'est un peu l'engagement surtout l'impression qu'il n'y a pas tant d'établissements privés qui font la publicité de cet aspect des choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais tous les établissements ne le proposent pas. En faisant la publicité, cette espèce de barrière sociale dont nous parlait Asdine tout à l'heure, en disant il y a des familles qui disent l'établissement privé, il n'est pas pour moi. Oui, on vous parliez de barrières un peu culturelles. Ouais. C'est vrai que il y a 50 ans, les écoles catholiques, c'était plutôt des établissements qui étaient fréquentés par la bourgeoisie. Donc il y a les familles avaient l'habitude de mettre leurs enfants dans ce type d'école pour des raisons religieuses et morales aussi, pour se dire que nos enfants étaient, pour avoir des valeurs morales. Souvent, c'était des écoles qui sont restées assez longuement non mixtes. Donc, jusqu'à la fin des années 80, il y a beaucoup d'écoles catholiques qui étaient encore ou réservées à des garçons ou à des filles. Donc, alors que les écoles publiques étaient devenues mixtes depuis juste après mai 68. Et puis, aujourd'hui, c'est différent. Les écoles privées sont souvent aussi beaucoup fréquentées par les classes moyennes qui, ne voulant pas que leurs enfants fréquentent des établissements qu'elles estiment mauvais pour leurs enfants, choisissent les écoles privées. Je parle de la région parisienne, on est à Paris. Beaucoup de jeunes, d'enfants qui sont... les familles vivent dans dans l'académie de Créteil, par exemple, et dans cette académie, trouvant que les écoles ne sont pas au niveau, vont aller sur Paris où des écoles privées, alors pas forcément Stanislas parce que c'est un cas à part, mais disons dans d'autres écoles où l'enseignement est désectorisé, parce que c'est quand même la particularité des écoles privées. Donc il y a des écoles privées parisiennes on contourne la carte scolaire. Du 17e arrondissement qui sont où il y a une majorité d'élèves qui ne sont pas parisiens, parce que la natalité en chute libre à Paris, on le sait, et qui viennent en fait de banlieue. Beaucoup d'écoles privées de l'Est parisien sont fréquentées par des élèves par exemple, je sais pas, Notre-Dame de la Providence à Vincennes. En fait, c'est des gens qui viennent de Montreuil, de Rosny-sous-Bois, de Fontenay-sous-Bois, et qui vont dans ce type d'école. Un quart d'heure dans ce débat, il y a encore pas mal de thèmes à aborder. Tout à l'heure, Pierre a parlé de laïcité. Si on doit parler de laïcité, on pourrait aussi parler des enfants juifs qui sont obligés de quitter l'école publique et pour aller parfois dans des établissements privés catholiques où là ils sont protégés et respectés. Donc la laïcité, vous savez, quand on utilise ce terme de laïcité, il faut faire très attention parce que malheureusement, dans les cours des écoles publiques aujourd'hui, la laïcité elle est souvent aussi menacée. Donc l'école privée peut être un refuge. Bien sûr. Et la vraie question que devrait se poser l'école publique, et je fais partie de ceux qui aiment l'école publique, c'est ce qu'il n'y a pas dans les clés de réussite de l'école privée quelques éléments qui pourraient être introduits à l'école publique. On parlait tout à l'heure de la liberté qu'ont les établissements privés de recruter leurs professeurs beaucoup plus que dans les lycées publics, d'avoir un contrat d'engagement entre les parents et l'établissement. Est-ce qu'il n'y a pas là des clés qui pourraient être fort utiles pour l'école publique ? Alors, justement, parce que dans votre proposition de loi, Pierre Ouzoulias, vous proposez donc de conditionner les crédits alloués à la rémunération des personnels à des critères de mixité sociale. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend, alors on a trop souvent cité Stanislas, donc on prend un établissement privé qui respecte pas du tout les objectifs de mixité, les profs seraient moins bien payés, ou alors il faudrait aller trouver d'autres sources de financement. Comment ça fonctionnerait ? Non, mais bien sûr, ça veut dire que l'établissement va chercher d'autres sources de financement. Et quand on accueille, il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, en 10 ans, le pourcentage des familles très favorisées qui mettent leurs enfants dans l'école privée est passé de 20 à 40%.
c'est une grosse évolution. C'est une grosse évolution, et alors qui concerne beaucoup les métropoles, je l'accorde à Max Brisson, mais à Paris, on sait que dans moins de 10 ans, ça sera 1 élève sur 2 dans le privé, plutôt les milieux favorisés, et les autres élèves dans le public. Donc on se retrouve avec 2 sociétés qui, dès le plus jeune âge, dès l'école, sont séparées et ne se reverront plus jamais. Donc on vit dans une forme de ségrégation, de séparatisme, qui est très dangereux pour l'unité de la République. Voilà. Et c'est là où le républicain que je suis dit « attention, on a un problème avec ça ». Max Brisson, la difficulté, c'est de ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre de l'argent au privé pour redonner celui qui manque au public. Et le républicain que je suis, tout autant que Pierre Ouzoulias, se dit que finalement, ceux qui ont échoué à l'école publique ont quelque part envie de détruire l'école qui fonctionne encore. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous pensez que c'est l'objectif des 2 députés les propos du député LFI étaient insupportables. Il a parlé d'omerta politique, de détournement de fonds, il a parlé de sorte de caisse secrète. Enfin, ces propos sont extrêmement... jettent l'opprobre. Sur l'ensemble des élèves privés sous contrat, 2 sur les services de l'éducation nationale qui n'auraient pas fait leur travail s'il y avait du détournement de fonds et des choses comme ça. Les mots utilisés par le député LFI, avec l'assentiment du député Renaissance d'ailleurs, étaient des mots extrêmement difficiles. Je vais conclure, mais j'ouvre une parenthèse. Détournement de fonds, vous employez ces mots-là ou pas? C'est pas le genre de Pierre Ouzoulias. Non, mais vous ne pas ça. Non, il y a des petits arrangements. Il y a des petits arrangements internes aux établissements pour, en effet, de temps en temps, grappiller de là quelques minutes qui font des heures supplémentaires. Le vrai enjeu, c'est de redresser l'école publique, qu'elle soit à nouveau attractive. Si les enfants des classes favorisées, mais aussi des classes moyennes, vont moins souvent à l'école publique, c'est parce qu'elle n'est plus attractive. Rétablissons l'attractivité de l'école publique, et vous verrez que les détracteurs d'écoles privées parleront beaucoup moins et auront beaucoup moins l'école privée dans leur collimateur. Bon, l'école privée, c'est aussi un piège à ministre de l'Éducation. Amélie Oudéa-Castéra n'aura tenu que 28 jours, un petit mois durant lequel elle a passé son temps à se justifier sur la scolarisation de ses enfants. On vous propose un extrait, il y en aurait beaucoup à revoir. Je ne veux pas aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il y a eu des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible, et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi, je crois en l'école de la République. Je crois en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle. C'est ça que je vais dire ce matin. Asdine, la réforme de l'école privée, on peut dire que c'est un peu l'angle mort des ministres de l'Éducation nationale. Oui, disons qu'il y a des tentatives, mais peu de réussite. Alors évidemment, on a tous en tête le projet Savary. C'était en 1984, un peu d'histoire. Une des grandes promesses de François Mitterrand, la création d'un grand service unifié et laïque de l'éducation nationale. Laïque, je vous regarde, monsieur. Oui, j'ai bien. En face, les partisans de l'école libre voyaient cela comme une suppression de l'école privée ou une laïcisation de ces établissements. Opposition massive et grande manifestation le 24 juin 1984. Il y avait des religieux, des évêques dans le cortège, mais aussi des personnalités politiques majeures de droite, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac ou Simone Veil. Sous la pression, François Mitterrand retire le projet et le Premier ministre Pierre Mauroy démissionne. Traumatisme pour la gauche, et depuis l'existence de ces établissements sous contrat n'a jamais vraiment été remise en question. Et pour les gouvernements successifs, cette question de l'école privée reste d'une certaine façon un piège. Ouais, je dirais à un niveau presque people, car au-delà du sujet sociétal, c'est une question hautement épineuse et symbolique. Tout à l'heure, vous êtes prêté au jeu spontanément, Thomas. Chaque ministre de l'Éducation nationale a droit à sa question piège. Où sont scolarisés vos enfants? Ça pourrait paraître intrusif, flirtant avec les frontières du respect de la vie privée, mais cette interrogation est aussi une boussole politique et un gage de crédibilité. Comment un ministre peut-il louer la qualité de l'enseignement public, apporter des réponses pour élever le niveau de l'école, si lui-même a choisi d'extrader ses propres enfants dans le privé? C'est difficilement tenable quand sa position personnelle éclabousse le débat public. On l'a vu avec la polémique Oudéa-Castéra, qui lui a valu son poste comme ministre de l'Éducation nationale. En fait, l'opposition école privée versus école publique peut avoir, allez, je vais être optimiste, une vertu pour les nostalgiques du vieux clivage politique.
droite, gauche. Par exemple, si on regarde les derniers ministres de l'Éducation nationale, à droite, Xavier Darcos, Luc Châtel, et au sein de la Macronie, quand même un peu classé à droite, Jean-Michel Blanquer, Pap Ndiaye, et donc Amélie Oudéa-Castéra, tous ont au moins un enfant scolarisé dans le privé. À gauche, celle qui en avait fait un combat, Najat Vallaud-Belkacem, confiait fièrement avoir scolarisé ses 2 enfants dans le public, 2 salles de classe, 2 ambiances. Allez, on termine avec Emmanuel Macron. A-t-il essayé de toucher quand même au statut de l'école privée ? Eh bien, c'est son ex-ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui a tenté de gravir l'Everest. Son idée phare, c'était plus de mixité sociale à l'école, même dans le privé. Dans son vaste plan ambitieux pour l'école, c'était mai 2023, il avait souhaité que les écoles privées sous contrat apportent leur contribution à l'effort de mixité sociale. Il n'avait pas été plus précis. Au final, ces mesures n'avaient rien de contraignant pour ces établissements. La communauté éducative avait même qualifié cette tentative de rendez-vous manqué. Bon, 2 mois plus tard, l'éphémère ministre quitta ses camarades du gouvernement pour laisser place rue de Grenelle à Gabriel Attal, qui, dès son premier discours, assuma « Oui, j'ai été à l'école privée, au moins, c'était clair ». Ouais. Merci beaucoup, Azine. Sophie Tarlet, est-ce que effectivement c'était pas assez contraignant dans le deal qui a été, pardon de cet anglicisme, passé par le ministre Pap Ndiaye et l'école privée? Alors oui, il n'y a pas de contrôle, parce qu'en effet, contrôler l'ensemble de ces écoles et vérifier école par école, ce serait un peu compliqué. Mais il y a un engagement, en tout cas de l'enseignement catholique, d'avoir plus de mixité sociale et plus d'inclusivité. On pense aux élèves en grande difficulté ou handicapés dans leurs établissements d'ici 5 ans. Donc normalement, on verra ça, mais il y a quand même eu un engagement de leur part. Mais on n'a pas parlé de... Allez-y. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Stan, mais il y a l'école alsacienne qui est un peu le versant un peu laïque et privé où vont aussi nos ministres. Donc où Gabriel Attal a été scolarisé, où Pap Ndiaye a scolarisé ses enfants. Je crois qu'il avait dit à l'époque, pour avoir une ambiance un peu plus, tranquille. En gros, c'est un peu compliqué d'avoir des ministres ou des hommes politiques qui donnent des leçons aux Français et finalement ne font pas ce qu'ils disent. Ouais. Après, les Français aussi... On parlait de la liberté, les uns les autres. Moi, ça ne me gêne pas qu'un ministre de l'Éducation nationale ait ses enfants dans le privé, à condition qu'il l'assume et qu'il... là, le truc, c'est que je pense qu'on n'aurait pas reproché à la ministre de mettre ses enfants dans le privé, à Stanislas, si elle avait dit tout simplement bien pour des convictions religieuses ou parce que c'est une très bonne école. Là, en fait, ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir critiqué l'école publique. Oui, et puis avec des arguments qui se sont avérés... Surtout que c'était une école publique, fragile, une école publique du 7e arrondissement, qui n'est pas le quartier le plus populaire de Paris. Donc, on a trouvé ça un peu ridicule. Est-ce que je peux dire à notre éditorialiste, si vous le permettez, qu'on n'extrade pas un enfant lorsqu'il va mais c'est une sélection. Vous avez compris, c'est que l'école privée, oui bien sûr, que l'école privée sous contrat, dit la loi, participe au service public d'éducation. Elle participe au service public d'éducation. C'est un point de divergence avec Pierre Ouzoulias, mais ce que dit la loi aujourd'hui. Donc on n'extrade pas ses enfants en les mettant à l'école privée. Et dans votre rétrospective historique, vous avez oublié un autre point sur cet équilibre. Un ministre de l'Éducation nationale de droite à l'époque, il s'appelait François Bayrou, a voulu remettre en cause la loi Fallou, qui limite la capacité des collectivités pour financer l'investissement dans les écoles privées. Et il y a eu un tollé considérable et il a aussi reculé. Vous voyez, quand on remet en cause le subtil équilibre créé au cours de l'histoire, en général, l'opinion publique réagit mal. D'accord quand même, Max Brisson, pour dire qu'il y a cette espèce de... je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de traumatisme de 84, effectivement, ces millions de Français dans la rue. Parlez à François Bayrou, il vous parlera du traumatisme de 86. Et donc plus personne. Donc là, on est années 80, il y a 2 ans. Depuis, ça fait quasiment 40 ans qu'on a l'impression que c'est oulala. Parce que l'équilibre est un facteur de paix dans notre pays. Après une longue guerre scolaire, et nous sommes dans un contexte où nous devons faciliter les chemins de paix. Très bon argument, et je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais cette espèce d'apathie ministérielle ou d'apathie politique a pu nourrir dans certains, je ne vais pas généraliser, certains établissements privés le sentiment d'une impunité. Et on revient à la question du contrôle. Vous savez, moi j'étais jeune professeur dans un grand lycée public il y a quelques années, et j'avais entendu le proviseur à la suite, c'est un grand lycée dans une grande métropole du sud-ouest de la France, un lycée à classe prépa. Et j'avais entendu le proviseur de ce lycée-là, vis-à-vis de la réforme qui arrivait, dire « nous verrons comment nous pourrons la mettre en œuvre en essayant d'avoir le moins de dégâts possible ». Cette philosophie
d'essayer de passer à travers les mailles du filet, elle existe aussi dans certains grands établissements publics. Donc arrêtons de stigmatiser les établissements privés. Disons-nous que la société veut bien, dans le public et dans le privé, avoir quelques isolats où on va pouvoir retrouver les enfants de ministres dans le public et dans le privé. Allons en quelques encablures de nos studios et vous verrez la nature de certains établissements publics en termes de mixité sociale et vous aurez des surprises. Pierre Oudoulier, à votre avis, je vous pose la même question sur l'impact finalement à long terme, là, c'est vraiment de ces manifestations des années 80. Je pense que la réaction aujourd'hui, c'est que justement, l'équilibre n'est plus respecté. Je crois parce que le public a été très dévalorisé par la succession des sous-investissements chroniques. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il pourrait complètement disparaître ou devenir une forme d'enseignement de relégation pour les pauvres. Je parle. Mais comment booster le public sans affaiblir le privé? Parce que vous ne voulez pas fermer toutes les écoles privées de France? Non, du tout. Non, je suis pas là pour caricaturer. Non, je suis très clair là-dessus. Du tout. Non. D'abord, je ne vois pas comment le public pourrait scolariser les 2 millions d'enfants du privé. Non, il faut être absolument pragmatique. Je comprends pas. On devait scolariser les enfants du privé. Mais il y a eu de très bonnes réalisations à Paris sur la modification de la carte scolaire, faire que les élèves ne soient pas toujours dans le même établissement, échange. Et ça, c'est des choses qui ont donné des résultats. Et de toute façon, pédagogiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, quand le maître est face à une classe dans laquelle il y a de la mixité sociale, ça marche mieux. Ça marche mieux. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas d'équilibre, mais depuis Jacques Lang et les fameux accords Lang coupés du nom du secrétaire général de l'enseignement catholique de l'époque, quand on crée 80 postes dans le public, on en crée 20 dans le privé. Et cet équilibre, il est tenu par tous les ministres. Les ministres ne peuvent pas créer davantage de postes dans le privé par rapport à la proportion qu'ils créent dans le public. Il y a là un équilibre qui a été trouvé pour sortir de la guerre scolaire ranimée dans les années 80. Et moi, je comprends que les gouvernements ne veulent pas le remettre en cause parce qu'il a assuré la paix scolaire. Et croyez-moi, c'est plutôt précieux quand on connaît un peu l'histoire de notre pays en matière de guerre scolaire. 80-20. 80 postes dans le public, 20 dans le privé. Et alors, je pose volontairement une question qui est peut-être totalement à côté de la plaque. Sophie Tarlet, quand vous êtes la spécialiste, c'est vous qui allez me contredire, mais les profs du privé, donc ils sont payés exactement comme ceux du public, ou alors il y a des primes, il y a des... comment font les établissements privés pour essayer d'avoir les meilleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Depuis la loi Debré, les professeurs sont payés par l'État. Ils sont payés sur les mêmes indices que le public. Simplement, la différence, c'est la retraite. Donc ils touchent leur retraite selon le régime général, qui est moins avantageux que pour les fonctionnaires. Parce que les professeurs du privé ne sont pas fonctionnaires. Par contre, il y a un avantage. Donc souvent, le salaire, quand je parle à des professeurs du public qui me disent je ne sais pas trop ce que je vais faire, et je dis mais... Vous n'avez pas pensé à enseigner dans le privé? Elle me dit non, parce que c'est moins avantageux financièrement. Allez. Donc en gros, ils touchent de l'ordre de 400 € de moins que ceux du public. Mais en revanche, ils bénéficient d'une gestion des ressources humaines de très grande proximité dont l'école publique devrait s'inspirer. Avec 20% de contractuels. La gestion des enseignants, la gestion des enseignants dans l'enseignement privé se fait dans l'établissement, en proximité. C'est pas la grande usine à gaz qui, malheureusement, crée la faible attractivité du métier de professeur aujourd'hui dans les écoles publiques. On a terminé. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain, 18h, 22h, pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que l'invité de la matinale sera Jean-François Delfrécy, l'immunologue, également président du comité consultatif national d'éthique. Belle soirée. Merci.